Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit complément sur les phénomènes de transport et notamment sur l'établissement de l'équation de diffusion aux dérivées partielles. Ce point de cours est à la limite de notre programme en filière BCPST, il s'agit donc d'un complément. La diffusion de particules est un transport de particules ou de molécules tendant à uniformiser la distribution spatiale de concentration, s'effectuant sans transport global de matière, au contraire de la convection, dans le sens opposé au gradient de concentration. C'est par exemple l'exemple de l'encre qui diffuserait des zones de plus forte concentration aux zones de plus faible concentration. La diffusion thermique est un mode de transport de la chaleur. C'est un mode de transport de la chaleur par conduction qui tend à uniformiser la distribution spatiale de la température, mais s'effectuant sans transport global de matière, au contraire de la convection. Ce transport de chaleur se fait dans le sens opposé au gradient de température. C'est par exemple ce qu'il peut se passer au niveau des tissus, au niveau du corps humain. Alors attention, il y a des phénomènes aussi de convection avec l'air qui permettent justement ce transport de chaleur. Alors nous allons établir l'équation de la diffusion de particules. On fait un modèle à une dimension sans création ni consommation de particules. On considère que les particules sont susceptibles de diffuser dans ce cylindre de section S et d'axe de révolution X. On suppose que le gradient de concentration, en particules par mètre cube ou en mol par mètre cube, peu importe, est orienté dans ce sens. On considère comme système une portion de cylindre de longueur dx et de section droite S, siège d'un transport instantané de particules qui diffusent entre t et t plus dt. Pour établir l'équation de la diffusion sur la concentration, qui dépend a priori de la position x et du temps t, on va réaliser un bilan instantané de particules entre t et t plus dt. La variation instantanée de particules est égale au transfert de particules entrant moins le transfert de particules sortant. En effet, ici on envisage une entrée de particules, donc un transfert delta Ne de particules, et un transfert de particules sortant. Nxt étant le nombre de particules à la cote x au temps t. On va exprimer chacun des deux t. dN, le taux de variation instantanée du nombre de particules dans le système, est égal au nombre de particules à t plus dt, moins le nombre de particules à la date t. On va s'aider du concept de concentration pour exprimer chaque nombre de particules. Ici, il s'agit donc de la concentration particulière. Le volume du système, c'est S dx. En effet, on prend la section droite du cylindre que multiplie sa longueur qui est dx ici. Et donc, pour exprimer chaque nombre de particules, on prend la concentration que l'on multiplie par le volume du système. Ici, on prendra la concentration à l'instant t plus dt, et ici la concentration à l'instant t. On peut factoriser, et ici on reconnaît le taux de variation instantanée de la concentration particulière. Donc nous pouvons faire apparaître une dérivée partielle. En effet, ici, on identifie la dérivée partielle de la concentration par rapport à t, x étant fixé, que multiplie dt. Bien sûr, pour que ce soit homogène, il faudra remultiplier par dt ici. Ensuite, le transfert de matière entrant est égal au flux particulaire en entrant que multiplie la durée du transfert, ici dt. Le flux particulaire d'entrée, ici, s'exprime comme jpxt, le vecteur densité de flux de particules pris en x, puisque les particules entrent en x, que multiplie la section S du transfert. Ici, on suppose que le vecteur flux densité de particules est homogène sur la section S considérée. On fait de même pour le transfert de particules sortant, mais cette fois-ci en considérant le vecteur flux densité de particules en x plus dx, puisque les particules sont transférées en sortie en x plus dx. On calcule delta Ne moins delta Ns, on
constate qu'ici, on peut faire apparaître le taux de variation instantané du vecteur flux densité de particules. Pour cela, il faut diviser par dx, donc rajouter un dx à côté, et on reconnaît la dérivée partielle, ou plutôt moins la dérivée partielle, puisqu'ici, le taux de variation est pris dans le sens opposé. On observe donc la dérivée partielle du vecteur flux densité de particules par rapport à x à t fixé. Donc maintenant, on va combiner les deux égalités encadrées. On voit que l'on va pouvoir simplifier par s dx et dt. Il nous reste désormais à déterminer cette dérivée partielle du vecteur flux densité de particules. Pour cela, on va s'aider de la loi de Fick. Le vecteur JP est égal à moins d gradient de concentration. On va projeter cette égalité selon Ux. On obtient la norme ici JPXT de ce vecteur flux densité de particules. Et ici, on obtient moins d rond C sur d rond X. Je vous rappelle que la concentration dépend de X et de T. Donc quand on prend le gradient, il faut bien prendre une dérivée partielle puisque C peut dépendre de T. Comme D est constant, lorsqu'on va prendre la dérivée de JP par rapport à X, on va obtenir directement une dérivée seconde pour la concentration d rond 2C sur d rond X2. On remplace ce terme dans cette équation, moins moins ça fait plus, et on obtient l'équation de la diffusion de particules. D rond C sur d rond T est égal à coefficient de diffusion que multiplie d rond 2C sur d rond X2, donc la dérivée seconde par rapport à l'espace de la concentration. On observe qu'à partir de cette équation, on peut retrouver l'unité du coefficient de diffusion. En effet, ici, si on fait une analyse dimensionnelle, la concentration et la concentration vont s'annuler. Ici, si on passe x carré qui est homogène à des mètres carrés de l'autre côté, on retrouve bien coefficient de diffusion en mètres carrés par seconde. On va refaire exactement la même chose pour le transport conductif de chaleur. On considère un transport à une dimension sans création ni perte de chaleur, avec, pareil, une symétrie de révolution autour de l'axe X pour cette distribution cylindrique. On envisage un gradient de température dans ce sens, et notre système va être une portion de cylindre de longueur dx et de section S. On suppose de plus que le matériau est une phase condensée, solide ou liquide, de masse volumique ρ et de capacité thermique massique petit c. Nous allons appliquer le premier principe de la thermodynamique entre T et T plus dt en considérant que le système n'échange pas de travail utile avec l'extérieur et que les parois sont indéformables, ce qui va nous permettre de ne pas envisager de travail de force pressante. Le premier principe va alors se simplifier. Variation instantanée d'énergie interne est égale au transfert de chaleur en entrée moins le transfert de chaleur en sortie. On va de même que tout à l'heure exprimer chacun des deux termes. du pour une phase condensée qui ne fait que changer de température sans changement d'état, c'est égal à C dt. Attention, le grand C, la capacité thermique. dt, c'est le taux d'accroissement instantané de la température. Donc on va prendre la température en T plus dt, moins la température en T. On va pouvoir, encore une fois, faire apparaître une dérivée partielle. Il suffirait de diviser par dt et remultiplier par dt pour faire apparaître la dérivée partielle temporelle de la température. La capacité thermique du matériau, on peut l'exprimer comment? En multipliant petit c, la capacité thermique massique, par la masse du matériau envisagé. La masse du matériau envisagé, c'est le volume. Ici, c'est un volume élémentaire, section fois longueur du cylindre, donc S dx, que multiplie la masse volumique. Finalement, la variation instantanée d'énergie interne peut se mettre sous cette forme. Le transfert de chaleur en entrée est égal au flux thermique en entrée que multiplie la durée du transfert, ici dt. Et de même, ce flux thermique en entrée, on peut l'exprimer à partir du vecteur flux densité thermique, JTHXT fois S. En effet, ici, on va envisager
que ce vecteur flux densité de chaleur est uniforme sur la section d'entrée considérée. On peut faire exactement de même en sortie, en faisant bien attention qu'ici, le transfert thermique en sortie s'échange en x plus dx. Donc ici, on a mis JTH de x plus dx. En faisant la différence, on observe qu'on obtient presque la dérivée partielle de JTH par rapport à x, à ceci près qu'il faudra mettre un moins. Il faudra multiplier par dx pour pouvoir diviser par dx ici et reconnaître cette dérivée partielle du vecteur flux densité de chaleur par rapport à x à t fixé. Encore une fois, on va combiner ces deux équations. On voit qu'on peut simplifier par s dx et dt. On obtient cette équation. On va essayer d'exprimer cette dérivée partielle. Cette fois-ci, on va utiliser la loi de Fourier. JTH est égal à moins lambda grade de t, où lambda, c'est la conductivité thermique du matériau. On va projeter cette égalité selon le vecteur ux. On obtient JTH x de t est égal à moins lambda d rond t sur d rond x. Quand on va prendre la dérivée de JTH par rapport à x, et bien comme la conductivité thermique du matériau est une constante, on va faire apparaître une dérivée seconde. Donc ici, il s'agit de la dérivée seconde de t par rapport à x2, t étant fixé. On va remplacer cette expression ici, les moins vont se simplifier et on va faire apparaître lambda sur rho c. Cette équation est appelée équation de la chaleur et on reconnaît le coefficient de diffusivité thermique dTH qui est égal à lambda sur rho c. Finalement, les deux phénomènes de diffusion de particules ou diffusion thermique par conduction, obéissent pour le cas à une dimension et sans création ni perte soit de matière soit de chaleur à la même équation de diffusion. On observe que les deux possèdent un coefficient de diffusion propre en mètres carrés par seconde, ici le coefficient de diffusion moléculaire, et ici la diffusivité thermique en mètres carrés par seconde. En régime stationnaire, c'est-à-dire pour un régime où les paramètres physiques ne dépendent pas explicitement du temps, Cx de t va alors valoir C de x, de même pour T de x de t. Et donc, finalement, ce terme, la dérivée partielle en fonction par rapport au temps va être nul, de même ici. Et donc, ici, comme on a une grandeur qui ne dépend que de la position, on va pouvoir avoir une dérivée droite d de c sur dx2 égale 0, qui est le cas usuel que nous avons vu en cours en BCPST.